Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de venir nourrir votre capacité de résilience. Et depuis plusieurs épisodes, je vous invite même à réfléchir sur l'équation de la résilience. Et donc mon objectif est d'interviewer des personnes qui ont cette expertise et cette expérience personnelle des défis de la vie pour pouvoir décoder ce qui a marché, fonctionné avec eux et de parler de leur spécialité justement. Alors il se fait que ces dernières semaines, j'ai eu pas mal d'annulations des invités qui étaient prévus à l'agenda et qui se sont décommandés parce que ce sont les aléas de la vie. Donc je me retrouve cette semaine sans invité. Et ça m'a donné l'idée, l'envie de proposer alors une version un peu inédite, c'est-à-dire une version totalement sans filtre. J'ai quelques notes, mais je voudrais vous parler de l'adaptabilité dans cette équation de la résilience. Parce qu'effectivement, si on n'est pas capable de s'adapter aux aléas du quotidien, eh bien petit à petit, on va créer des résistances et on sera de moins en moins résilient. Parce que les événements, la vie va nous donner des challenges qui seront de plus en plus difficiles à relever. Donc l'adaptabilité, ne dit-on pas, ce ne sont pas les plus intelligents ou les plus forts qui vont survivre, mais ceux qui arrivent à s'adapter. C'était la thématique d'une conférence que je donnais cette semaine dans une entreprise, cette capacité d'adaptabilité, et justement adaptabilité à ce moment-là dans ce webinaire spécifique, c'était de parler de l'adaptabilité du microbiote. Effectivement, quand comme moi on immigre vers un pays lointain, eh bien il faut savoir que le microbiote va mettre 1 an à s'adapter aux microbes, au microbiome de l'environnement, ce qui veut dire que peut-être pendant 1 an cette personne sera un peu plus sensible par rapport à la capacité de gérer son immunité ou à garder le moral. Effectivement, lorsque l'on déménage sur un autre continent, avec une autre culture, même si au départ je pensais que l'adaptation à la culture nord-américaine en français, bon, maintenant, au Canada, on parlait 2 langues, mais ce serait facile. D'ailleurs, justement, je parle de 2 langues. J'ai quitté Bruxelles, une ville administrative, la capitale d'un pays bilingue, pour arriver finalement dans un autre pays bilingue avec ces mêmes problématiques linguistiques et avec cette même ambiance, je dirais, administrative dans cette capitale. Mais je ne vais pas vous parler de mon expérience d'adaptabilité ici au Canada. J'aimerais vous parler cette semaine des qualités, en tout cas de ce qui est nécessaire à, je dirais, nourrir ou de travailler cette adaptabilité et la mettre au service d'une résilience. Parce que si vous l'avez suivi ces dernières semaines, donc je le disais, trouver l'équation de la résilience, surtout pour pouvoir finalement se construire, développer des qualités d'adaptabilité pour diminuer notre besoin de résilience. Parce que la résilience, c'est vraiment lorsque vous avez un événement qui est traumatisant, qui est intense, vous avez des effets négatifs et vous avez besoin d'aller chercher dans vos ressources pour pouvoir, remonter la pente et être résilient face à cet événement. Or, si l'on parle d'adaptabilité, vous avez un événement et vous arrivez à vous adapter parce que vous restez souple, un peu comme le saule. Quand j'étais petit, en judo, on nous expliquait toujours cette métaphore entre le roseau et le saule, et lorsqu'il y a effectivement beaucoup de vent, le roseau risque de casser, le roseau ou un autre arbre, je ne sais plus lequel on parlait, mais le saule par contre peut plier face au vent et ne cassera pas. Et donc c'est garder cette force et cette souplesse. Et je pense que ça c'est un des ingrédients extrêmement importants dans cette capacité d'adaptabilité qui viendra diminuer ce besoin de résilience. Mais ça c'est une réflexion personnelle. N'hésitez pas en commentaire
à me mettre ce que vous pensez de cette conclusion, de cette hypothèse. On peut la voir dans les deux sens. Donc, être capable de s'adapter, c'est de pouvoir être fort à la fois dans la souplesse quand on en a besoin. Je me souviens d'une conférence qui m'avait vraiment marqué d'un acupuncteur bruxellois qui disait, lors d'une conférence sur le burn-out, basée sur la philosophie de la médecine chinoise, que j'aime beaucoup, j'y reviendrai dans un instant, parce que parfois on me dit oui, mais nous ne sommes pas chinois, donc ça ne va pas s'adapter à nous. Alors c'est vrai qu'il y a des différences dans certaines approches, mais on reste des êtres humains. Et donc on a les mêmes fonctionnements de base, maintenant avec toute cette individualisation, ces différences génétiques qui vont avoir effectivement un impact sur cette capacité de résilience. On sait que d'un point de vue génétique, vous avez des gens qui ont plutôt le gène guerrier et puis des gens, l'autre qui a une autre catégorie. Si on met juste vraiment deux catégories, même s'il y a beaucoup plus de variables, vous avez soit le gène guerrier, c'est-à-dire la personne qui a besoin de stress pour bien fonctionner, mais qui aura aussi besoin de méthodes de relaxation, de stratégies, parce que sinon on peut devenir dépendant de cette adrénaline, de ce stress et s'épuiser. Et puis il y en a d'autres qui ont un autre gène, je ne sais plus comment on l'appelle, mais qui eux fonctionnent assez mal sous stress, donc ils vont plutôt bien fonctionner en dehors du stress, et lorsqu'ils en ont, ils vont avoir plutôt un effet de panique. Donc là aussi, ils doivent pouvoir mieux anticiper les choses pour diminuer les situations où ils vont être en stress. Donc c'est deux situations différentes. Et donc cet acupuncteur, qui n'avait pas vraiment l'habitude de présenter des webinaires, mais je trouve à l'époque c'était dans la région de Wavre, je ne sais plus exactement le patelin, mais c'était pas en webinaire, c'était en live. Mais pourtant c'est une des conférences les plus denses et les plus intéressantes que j'ai eu à écouter. Il disait qu'en fait, pour éviter le burn-out, et c'est un des éléments de l'adaptabilité, c'est de pouvoir suivre cette philosophie de faire et laisser faire. C'est-à-dire qu'on va faire une action, on a une stratégie, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du développement personnel, que ce soit au niveau d'une entreprise, et puis on va laisser faire pour pouvoir après réagir par rapport aux résultats et ne pas vouloir être rigide sur un objectif. C'est de trouver l'équilibre entre j'ai de la discipline, mais je dois être relativement souple avec moi-même. En ce moment, j'ai un de mes clients qui a cette problématique, il est fatigué et il ne sait pas trop s'il doit s'écouter et se reposer ou aller au-delà de cette fatigue. Et c'est là où se connaître est très important, c'est là où pouvoir, je dirais, naviguer entre les deux. À quel moment je vais devoir aller au-delà de ma fatigue, peut-être de ma fainéantise, de ma procrastination, et à quel moment je vais devoir m'écouter. C'est cette capacité à se connaître et à être adaptable qui est vraiment important et qui nous permet petit à petit de nourrir finalement cette réserve d'énergie pour ne pas s'épuiser et de pouvoir, le cas échéant, lorsque un événement important arrive dans votre quotidien, eh bien de pouvoir, s'il est vraiment intense, avoir les ressources de la résilience. Être en forme pour bien grandir, c'est vraiment mon mantra depuis une vingtaine d'années que j'ai dû expérimenter. C'est pour ça que je suis tellement, je dirais, attaché à cette notion de résilience. C'est parce que, étant petit, j'ai pas vraiment eu de challenge spécifique, de vie très intense, très difficile. J'ai pas vraiment développé de qualité. Et puis c'est dans ma vie adulte, mes choix m'ont envoyé dans des directions qui m'ont obligé d'être résilient avec des challenges qui se sont accumulés et qui m'ont permis de vivre une vie très riche, très intense, et petit à petit de devenir peut-être un peu plus souple, un peu plus adaptable. Alors adaptabilité, oui, c'est vrai que à 18 ans, j'ai décidé d'être étudiant d'échange aux États-Unis, alors que je parlais très mal anglais, alors que j'avais jamais pris l'avion et que voilà, j'étais pas vraiment quelqu'un d'aventurier. À 16 ans, je disais encore à mes parents: "Ah, mais moi j'ai pas besoin d'aller en vacances, j'aime bien mon village."
plutôt casanier par rapport à ceux et celles qui me connaissent aujourd'hui. Ça a été le déclencheur. À 16 ans, je suis parti en vacances et puis j'ai vraiment rencontré des personnes qui m'ont ouvert l'esprit. Et à 18 ans, je partais aux États-Unis. À 22 ans, je partais, non, 24, 23, en Australie, et puis au Pérou. Et puis voilà, je n'ai pas arrêté de voyager. Et dans cette capacité d'adaptabilité, il y a justement avoir des projets, des stratégies. Ce qui différencie un rêve d'un projet, c'est une date. Mais en même temps, vous avez cette citation qui vous dit, si vous avez envie de faire rire Dieu, partagez-lui vos plans. Mais en même temps, on doit avoir un plan. Sinon, on se balade et on va nulle part. Et on végète comme ça dans la vie de tous les jours. Donc c'est, pour moi, je pense, encore une fois, par rapport à la philosophie de la médecine chinoise, c'est faire, laisser faire. Vous avez un plan et puis sur le chemin, eh bien, vous vous adaptez par rapport aux aléas de la situation, de cette adaptabilité. Et c'est pour ça qu'il est important de nourrir, eh bien, vos réserves énergétiques pour pouvoir, lorsqu'il faut s'adapter, eh bien, avoir les ressources pour prendre du recul, analyser la situation. Tiens, je pensais aller dans cette direction. La vie me montre que c'est peut-être pas la meilleure option. Comment je peux faire pour bifurquer? Il y a un mot dans l'entrepreneuriat, je ne sais plus, ça va me revenir. Par exemple, quand j'ai lancé ma première entreprise en 2007, eh bien, il y a eu de nombreux signaux qui m'ont montré que c'était pas la bonne direction. Mais moi et mon épouse, on est toujours des travailleurs et on s'est dit non, on va pas se laisser démonter par les aléas de la vie, on va avancer, on va travailler, ce qui nous a enfoncé un peu plus loin, finalement, pour vivre une première faillite en 2009, qui était très difficile à digérer, qui était extrêmement coûteuse au niveau énergie, au niveau confiance en soi, au niveau financier, au niveau familial, au niveau social, nombreux amis que nous avons perdus, parce qu'à partir du moment où tout va bien, tout le monde vient au barbecue. Lorsque ça va moins bien, voilà, c'est plus compliqué. Déjà qu'on organise plus de barbecue parce qu'on n'a plus les moyens. Mais alors après, voilà. Donc là, ça montre que si peut-être on avait été un petit peu plus adaptable, on aurait pu bifurquer. Et il se fait que depuis, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler dans ce podcast un petit peu conversationnel, donc j'espère que vous allez converser avec moi à travers les commentaires. Eh bien, ça fait maintenant peut-être un peu plus de 10 jours, il m'est arrivé un événement que je n'avais vraiment pas mis sur mon plan ni mon plan de vie, ni mon plan de carrière, et qui aura un impact assez important. On verra à quel point dans les mois et les années à venir, et qui m'a forcé à la fois à ressentir cette humilité, mais vraiment énorme face aux événements de la vie, ce que la vie peut vous apporter, et m'a obligé à être un peu plus adaptable encore, et continuellement au niveau du mental, de venir modifier mes programmes, de venir modifier ma façon de penser, et également toutes mes peurs. Et ça, ce qui est intéressant quand je regarde en arrière, c'est que on vient de passer le solstice d'été, et au 21 décembre, il y avait le solstice d'hiver, et j'avais fait une séance d'introspection et de réflexion avec un ami qui m'est très cher, qui est Richard Horney, qui est un expert des sciences de la santé, du fitness et du wellness néo-zélandais. Il est arrivé en Angleterre, puis à Bruxelles, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis il est parti à Montréal, et là il est à Chicago depuis plusieurs années. Il avait organisé avec sa compagne une séance sur le solstice, et vraiment de pouvoir faire des projections finalement de ce qu'on avait envie de vivre dans la prochaine année. Et effectivement, il y avait des challenges personnels qui étaient intenses au niveau professionnel, et j'avais une intention, et c'est là où, encore une fois, l'adaptabilité, faire et laisser faire.
j'ai eu une intention de changement important. Et au 21 juin, j'avais ce changement important qui n'était pas du tout le plan de route que j'avais prévu et qui peut-être, et je pense, sera encore mieux que ce que j'avais prévu. Mais pour cela, il a fallu que j'ose, lorsque l'opportunité s'est ouverte, faire le pas. Donc ça, c'est également un élément une leçon que j'ai tirée de ces maintenant presque 25 ans de carrière, 48 ans sur cette planète Terre, mais honnêtement, avant, je dirais 92, donc 92, avant l'année 92, j'avais pas beaucoup d'emprise, je me laissais un peu aller pour mille une raisons qui fait partie de mon histoire. J'étais plutôt passif face aux événements. J'étais le gentil garçon qui faisait bien les choses, et puis en tout cas qui essayait, qui prenait pas réellement d'initiative, qui était plutôt en retrait. Et puis en 92, donc c'est ça, à 16 ans, là il y a eu des événements qui ont permis de changer, et comme je le disais, de pouvoir, face à une opportunité, faire des choix qui sont peut-être pas les choix auxquels on s'attendait. Et c'est encore une fois cette frontière, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la théorie de la médecine chinoise, c'est le lien, c'est le yin et le yang. C'est ni noir ni blanc. Il y a du noir dans le blanc, il y a du blanc dans le noir. C'est faire et laisser faire. J'ai un objectif, je mets en place des stratégies, que ce soit pour ma santé physique, ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma spiritualité, mon développement personnel. Je mets des choses en place, je vois comment je réagis, quels effets ça fait, puis je laisse faire, et puis je m'adapte. C'est entre le destin et le libre arbitre. Est-ce qu'on a totalement le libre arbitre, et est-ce qu'on est totalement défini par le destin? Je pense que c'est la frontière entre les deux. On a un parcours de vie qui est tracé, mais avec plusieurs embranchements. Et à chaque embranchement, on peut faire le choix d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et finalement, on aura une trajectoire qui sera sinueuse. Les entrepreneurs le savent bien, hein, ils ont un business plan, et puis on a l'impression que ça va être une ligne droite. Finalement, c'est un truc qui va un peu dans tous les sens. Mais encore une fois, c'est profiter du voyage. C'est se dire, ok, j'ai décidé de faire tel et tel choix dans ma vie, que ce soit encore une fois professionnel, familial, personnel, et l'objectif est X, mais tout ce que je vais apprendre pour arriver à cet objectif X sera vraiment enrichissant. Et ces 4 dernières années ici au Canada n'ont pas été celles auxquelles je m'attendais, mais voilà, je tente, j'essaye vraiment de comprendre toutes les leçons, l'enrichissement, pour moi et pour ma famille, évidemment, hein, parce que le choix que mon épouse et moi avons fait a entraîné nos enfants. Notre fille avait 5 ans, elle en a 9, c'est vraiment des années qui sont importantes au niveau du développement. Mon épouse, qui a repris des études en psychologie quand on était en Belgique, l'a très bien compris dans son cours de psychologie culturelle. C'est la culture qui influence et qui modèle le cerveau. Donc fatalement, nos enfants, en étant dans une culture X ici au Canada, sont influencés. Il y a évidemment ce qui se passe à la maison, mais autant notre fils, il avait 13 ans quand, ou 12-13 ans quand il a quitté la Belgique, donc il y avait déjà une dizaine d'années d'influence culturelle belge, dont on peut être fier. Et puis il est arrivé ici, on sent que il a un regard qui est assez critique, donc il a réussi à s'adapter un peu comme un caméléon, comme sa maman, dans cette culture. Mais il y a quand même des comportements peut-être qui sont moins cohérents avec nos valeurs. Notre fille, elle avait 5 ans, 5 à 9 ans, c'est beaucoup plus malléable, et donc c'est encore une influence différente. Et donc, être adaptable, pour moi, est vraiment un élément essentiel, mais pour cela, il faut pouvoir prendre du recul, il faut pouvoir ne pas être dans cette petite roue du hamster qui court sans regarder où il va, ou le hamster, il va nulle part. Et donc, dans cet épisode solo, sous forme de réflexion, sous forme
de conversation, eh bien, tourne autour de cette adaptabilité qui permet d'améliorer notre capacité de résilience, parce que si on est plus adaptable, on sera moins surpris par un événement, qu'il soit intense ou pas, et ce qui nous permettra de rebondir éventuellement, si c'est nécessaire, plus facilement. C'était pas du tout prévu, je vous l'ai dit, j'avais 3 invités qui se sont finalement décommandés, et donc j'avais quand même envie de vous proposer cet épisode. Par exemple, la frontière entre et je l'ai beaucoup travaillé avec un de mes coachés ces derniers mois, c'est d'avoir à la fois de la discipline et de la souplesse. J'aurais pu me dire, j'ai personne, je passe une semaine. Peut-être que c'est une partie de mon côté rigide, mais non, j'avais envie de garder un rythme, parce que finalement, si je me dis, cette semaine, j'ai personne, je passe une semaine. Mais la prochaine fois, ce sera encore une semaine, finalement, je vais abandonner ce podcast. C'est pas le but. Le but, à travers ce podcast, qui n'est pas encore vraiment, et qui n'a pas encore atteint le niveau que je voudrais, malheureusement, mais bon, voilà, ça se travaille, eh bien, si je perds le rythme, je risque effectivement de perdre 3 ans d'effort. Donc j'avais envie de garder ce format. Mais en même temps, il y a tellement de choses dans mon quotidien depuis 3 semaines que j'avais pas réellement le temps de me concentrer sur un script, sur une réflexion. Donc je proposais de faire, comme je le fais là, spontanément, j'ai juste quelques petites notes, eh bien, un épisode, probablement plus court, et encore, ceux qui me connaissent, pas sûr de combien de temps ça va durer, là je l'enregistre, donc fatalement je ne le sais pas encore, vous pouvez voir sur la vidéo combien de temps j'aurai finalement parlé, mais je vous promets, ça durera moins de 2 heures. Eh bien, c'est de vous proposer une réflexion, de vous proposer une conversation sur cette capacité d'adaptabilité, le faire et laisser faire, la frontière entre le destin et le libre arbitre, le fait de pouvoir rester flexible. Et justement, je vous le disais, pour revenir, parce que évidemment, comme je n'ai pas de script, je vais peut-être passer d'une idée à l'autre. Donc, pardonnez-moi pour cela, mais j'espère que vous suivez le fil. Je vous disais tout à l'heure que au solstice d'hiver, j'avais fait cette réflexion. Cette intention était d'avoir un changement. Au 21 juin, j'avais ce changement qui était profond. Donc, il y a eu une intention. Et donc, le faire, c'était l'intention. Et puis, le laisser faire, finalement, je me rends compte que c'est pas du tout la direction que je pensais prendre, ni dans l'année qui venait, ni encore dans mon projet de carrière professionnelle. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Et entre-temps, c'est là où je voulais en venir, j'ai terminé un bouquin que j'avais commencé il y a très longtemps, Dr. Joe Dispenza, Breaking the Habits of Being Yourself. Donc, Joe Dispenza est un chiropracteur au départ qui a énormément étudié les neurosciences, que vous pouvez retrouver dans What the Bleep Do We Know. C'est vraiment un classique, si vous ne l'avez pas encore vu, qui date il y a presque, mon fils a 17 ans, donc à mon avis ça a bien 17 ou 18 ans. Eh bien, un chiropracteur qui a eu un accident de vélo, on lui a dit qu'il ne marcherait plus jamais, puis finalement aujourd'hui, 20 ans plus tard, il marche très bien, et il a vraiment travaillé sur l'étude du cerveau et des neurosciences, la capacité de visualisation et de méditation. J'avais déjà testé ces méditations auparavant, 2 différentes qui m'ont vraiment été très très impactantes. Je les utilise maintenant en coaching, mais cette dernière méditation qui permet justement en 4 semaines de modifier finalement modifier les programmes mentaux, m'a permis de vivre ce changement d'il y a 3 semaines de manière beaucoup plus fluide. J'ai vraiment l'impression que chaque fois qu'il y a une peur qui s'installe dans cet événement ou dans cette prise de décision, le travail que j'ai fait ces 6 dernières semaines me permet d'être plus adaptable, plus souple. Hop, il y a un petit coup de vent, c'est pas grave. Parce qu'il propose justement de travailler sur ces schémas, sur ces émotions qui viennent par rapport à des croyances, des expériences. Parce que lorsque l'on dit qu'à 50 ans, des jumeaux homozygotes n'ont plus que 50% de gènes communs, c'est parce qu'en fait, ils sont partis du même potentiel génétique, mais que chaque événement
à modifier chaque événement, chaque contact avec l'environnement, à modifier leur gène, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, et qu'au bout de 50 ans, ben oui, il y a énormément, même pour des jumeaux homozygotes, d'événements qui ont été différents. Et donc, là où vous en êtes aujourd'hui, ça va dépendre à la fois de votre génétique, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez avoir des gènes qui fonctionnent, ou une personnalité qui fonctionne mieux sous pression, et une personnalité qui fonctionne moins bien sous pression, donc ce seront deux approches différentes par rapport à la gestion du stress, mais en même temps, votre expérience va moduler cette manière de voir le monde. Et c'est pour ça que je le répète, au niveau de la résilience, au niveau de l'adaptabilité, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de vous connaître pour pouvoir avoir les ressources et savoir, tiens, dans telle situation, j'ai besoin plutôt de me retirer, ou j'ai besoin de plutôt aller voir un ami, ou j'ai plutôt besoin de faire de l'introspection, faire du sport pour pouvoir digérer cette émotion, prendre du recul et une bonne décision, à tête reposée. Et donc, cette méditation de Joe Dispenza que j'ai suivie, donc c'est en fait chaque semaine, pendant 4 semaines, la méditation évolue. Donc c'est un quart d'heure, puis c'est 25 minutes, puis c'est 35 minutes, et puis c'est 50 minutes, pour finalement arriver à 50 minutes où vous allez travailler sur une émotion en particulier. Et ça fait maintenant 4 semaines que chaque semaine je change d'émotion, et c'est comme s'il y avait un oignon qui s'épluchait. J'ai d'abord travaillé sur l'émotion de la honte, et puis sur l'émotion de l'anxiété, et maintenant je vais travailler sur l'émotion de la colère. Et donc c'est intéressant de voir à chaque couche, quand vous enlevez, qu'est-ce qui se trouve derrière. Ce qui vous permet, lorsque vous ressentez ces émotions dans votre quotidien, de ne pas être happé par cette émotion, et de pouvoir vous adapter, de pouvoir réagir, pour faire, voilà, prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est finalement sur ce sujet que je voulais m'entretenir avec vous. Je regarde un petit peu mes notes, comme je vous ai dit. En général, mes podcasts solo, je les scripte, j'essaye de progresser dans cette capacité de vous tenir en haleine et de vous amener du contenu de qualité. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous offrir un format un peu inédit, voir ce que ça donne. Donc j'attends vos feedbacks, et tester aussi ma capacité de pouvoir vous parler d'un sujet comme ça, dans lequel j'ai quelques points clés que j'ai notés sur ma fiche, de pouvoir voir quelle est la cohérence, quelle est la qualité que je peux vous offrir. Donc ici, adaptabilité pour diminuer ce besoin de résilience en cas de, je dirais, de coup dur ou de surprise ou de changement. Parce que parfois, les émotions, c'est pas spécialement uniquement des émotions négatives. Parfois, il peut y avoir des changements très positifs dans la vie de quelqu'un qui va effrayer aussi et qui va entraîner peut-être des mauvaises réactions ou un épuisement. Ou moi, je sais que, et ça a été longtemps une recherche chez moi, lorsque je suis vraiment dans l'énergie positive de joie, eh bien en fin de journée, je suis fatigué. Et comme ça, il y avait comme ça dans mon système nerveux une incohérence entre, alors que c'était pas l'euphorie, hein, c'est pas que pendant une semaine je gagne tous les jours à l'euro million et que voilà, je suis euphorique toute la semaine. Non, c'est vraiment moi qui était plutôt dans de caractère introverti, plutôt en retrait, plutôt en dehors de la lumière. Hein. Le simple fait d'avoir un podcast depuis 3 ans maintenant, ça aurait été impensable quand j'étais aux études. Eh bien, ça m'épuisait. Alors aujourd'hui, je sais que après une interview, après l'enregistrement d'un podcast, ça reste un challenge, ça reste quelque chose qui va être fatigant. Je vais prendre un peu de temps pour me ressourcer, mais de moins en moins. Et parce que justement, c'est cette capacité à se connaître, et ça n'est pas uniquement, et c'est ça que j'insiste énormément dans cette approche holistique de la santé, au service de la résilience, c'est que ça n'est pas uniquement une question physique. Vous pouvez être en excellente condition physique, si vous êtes dans une émotion que vous ne maîtrisez pas, ça peut vous épuiser, quel que soit votre niveau de performance.
pour avoir une bonne résilience, vous devez absolument, me semble-t-il, entraîner votre santé physique en évaluant justement tout ce qui va influencer positivement et négativement cette santé physique. Mais la même chose pour la santé émotionnelle, ça s'entraîne. On ne nous apprend pas à l'école à gérer nos émotions et à les transformer. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, donc il faut l'exprimer, il ne faut pas qu'elle stagne au niveau des organes, au niveau du corps, au niveau des muscles. Vous avez cette santé mentale, hein, c'est faire face à vos programmes, à vos croyances. Voilà. Il y a aussi la santé spirituelle qui est encore une sphère un peu différente, pas toujours évidente à exprimer ou à décrire dans cette approche holistique. Pour moi, tout ce qui est en lien avec la sphère spirituelle, c'est tout ce qui est invisible, c'est tout ce qui va nous influencer. Oui, ça va au-delà des croyances, je crois que le sport est bon ou pas pour la santé, ou que le gras fait grossir. C'est plutôt tout ce qui va vous permettre d'avancer, justement, croire ou partir sur cette croyance que nous avons un libre arbitre, mais en même temps qu'il y a un destin. Et ça, c'est un choix que j'ai fait, qui me permet d'avancer. Plus facilement qu'il y a 10-15 ans quand j'ai vécu mon premier challenge vraiment intense qui m'a demandé d'être adaptable. C'est lorsque je suis parti avec ma compagne de l'époque, qui est toujours mon épouse aujourd'hui, avec grand bonheur, au Pérou. On a décidé de partir au Pérou. Au départ, on était en amis, puis en préparant vous saurez tout, ce voyage de volontariat au Pérou, dans les ONG, on s'est mis ensemble, on est sortis ensemble, on est partis en couple. Et après quelques semaines, on s'est rendu compte que dans cette ONG, en fait, c'était des truands. Hein, il y avait le président de cette ONG était un repris de justice anglais qui avait fui et qui faisait de l'argent en noir, qui arrive souvent dans les ONG, malheureusement. On a voulu le dénoncer, ça a été très compliqué, on n'a pas réussi. Mais après quelques semaines, on voyait que, en fait, l'ONG l'enrichissait plutôt lui que vraiment amener quelque chose de positif pour les enfants de la rue. Alors ça a été une expérience humaine incroyable de voir des enfants de 5-6 ans qui bossaient l'après-midi pour pouvoir nourrir les parents, l'un alcoolique et l'autre, voilà. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'est on leur donnait un minimum de repas au moins une fois par jour et des cours généraux. Et là, ça a été, on avait prévu de partir 3 mois et demi au Pérou dans cette ONG. On payait tous les deux, je dirais, un certain budget, non pas pour être logé et nourri, mais pour faire vivre l'ONG. Il y avait une dizaine de volontaires en argent péruvien, ça faisait un gros montant. Il n'y avait pratiquement pas de budget pour justement nourrir les enfants, éventuellement les habiller quand il y avait besoin, ou les amener chez le médecin lorsque l'un était malade. Donc on s'est rendu compte de cela, il a fallu qu'on s'adapte. Là, ça n'a pas été traumatisant, on n'a pas eu besoin de résilience, parce qu'on ne s'est pas fait agresser, on a pu être diplomate, et on a réussi à récupérer une partie de notre investissement, parce qu'on avait payé pour 3 mois, et puis après 1 mois, on est parti, si mes souvenirs sont bons. Et puis finalement, on a travaillé, on a trouvé un orphelinat en Équateur pour pouvoir quand même, pendant le reste de notre séjour, être au service d'eux. Parce qu'on aurait très bien pu, après 1 mois, fermer les yeux, continuer à travailler. On avait prévu de travailler 3 mois et puis faire 15 jours de vacances et de voyager à travers le Pérou. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est que après 1 mois, on est parti. Et on voulait quand même donner de notre temps et de notre énergie au service des enfants. Et donc, mon épouse avait un ami qui avait passé plusieurs semaines dans un orphelinat en Équateur, qui est juste au nord du Pérou. Donc, on les a contactés, on est allé là, ils ne savaient pas nous loger. On a trouvé un hôtel et on a, pendant 1 mois,
travailler dans l'orphelinat pour soutenir ces sœurs incroyables. On a gardé des contacts encore jusqu'à pas longtemps avec ces bonnes sœurs qui ont vraiment un projet humain extraordinaire, ces enfants tous abandonnés, mais avec une histoire là de résilience incroyable. C'est là qu'on voit cette capacité de résilience de l'être humain. Une petite fille qui était magnifique. On aurait voulu tous les adopter. On a des photos justement qui sont magnifiques où on nous voit tous les deux jeunes comme ça avec les enfants autour de nous. Et ça me fait bizarre d'ailleurs de parler de cette expérience parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler énormément. Mais là, c'est vraiment un exemple de résilience. Une petite fille qui avait été retrouvée dans une poubelle à quelques mois et qui avait été justement retrouvée par ses sœurs et pas avec les moyens du bord, parce qu'il n'y a pas de psychothérapie là-bas, ou de psychologie ou de thérapie, pouvoir lui donner plein d'amour pour pouvoir la nourrir et petit à petit reconstruire cette petite fille. Alors aujourd'hui, ils ont 18 ans en plus. Il y a d'ailleurs un petit David qui avait 4-5 ans, qui était adopté par une famille belge. On n'a pas pu le voir par après. Et d'ailleurs, il était dans la région de Wavre, je pense. Mais on n'avait pas le nom de la famille. Et voilà, ça c'est une histoire incroyable d'un petit garçon péruvien qui a eu un début de vie extrêmement difficile et qui a eu besoin de résilience et qui a besoin de se construire et qui aujourd'hui, je l'espère, est en pleine forme et a eu cette chance de pouvoir avoir une deuxième chance. Et donc nous, à notre niveau, c'était évidemment pas une expérience de résilience, puisque oui, on a eu des menaces par l'homme de main de ce directeur, qui est un ancien repris de justice local, mais on n'a pas été sorti de notre chambre, de notre dortoir en pleine nuit comme certains volontaires, qui aurait pu être beaucoup plus traumatisant. Donc on a pu anticiper, on a vu que c'était vraiment pas une bonne chose de rester là, on était diplomate, on est sorti de l'ONG, on est parti en Équateur, et on a essayé de travailler avec des organismes belges pour pouvoir les dénoncer et éviter que d'autres volontaires ne tombent dans le panneau. Et d'ailleurs, ce qui a été particulier, c'est que dès notre arrivée, il s'est plaint, ce président, ce directeur, qu'il y avait un hacker qui avait hacké son site. On se dit, oh mon Dieu, c'est quand même vraiment pas cool, hacker le site d'une ONG. Ce n'est que plus tard qu'on a compris qu'effectivement c'était probablement un ancien volontaire qui avait vu le problème et qui voulait éviter que d'autres volontaires ne tombent dans le panneau. Et nous, malheureusement, on avait contacté un ami belge pour résoudre la problématique de son site. Donc là, c'est plutôt un exemple d'adaptabilité. On s'est dit, ok, on est parti pour 3 mois au Pérou, on va pas faire 2 mois et demi de voyage, on va pas rester sur place, c'est trop dangereux, on va quitter. On a investi 1 mois en Équateur, ça coûtait beaucoup plus cher d'être en dollars équatoriens que je crois que c'est des pesos, je sais plus, au Pérou, et non, c'est pas des pesos, je ne sais plus. Eh bien, là, on s'est adapté, et puis finalement, on a quitté l'Équateur, et on a traversé tout le Pérou du nord au sud. C'était une expérience magnifique, très enrichissante pour un jeune couple d'ailleurs, ce qui a construit notre solidité dans le couple. Oui, c'est un bon exemple. Dans le couple, il faut développer cette capacité d'adaptabilité. Parce que vivre seul, c'est une chose, vivre en couple, c'est une deuxième, surtout lorsque l'on est face à l'adversité, face à des challenges, dans une remise en question. Parce que parfois, dans un couple, il y en a un qui arrive à se remettre en question plus rapidement que l'autre, il faut pouvoir être tolérant avec l'autre et puis pouvoir trouver des moments de partage, d'échange. C'est un sujet qu'on aimerait avec mon épouse développer parce que je pense qu'on a acquis une certaine expérience là-dessus sans être professionnel, bien qu'elle soit
en études de psychologie, donc elle a quand même des bases essentielles. Mais cette expérience de vie, oui, à de nombreuses reprises, on était fatigué, crevé, et il y a eu des tensions, et on s'est toujours dit, ok, ce sont les tensions qui influencent notre comportement, reprenons nos esprits, et on verra si dans 3 ou 6 mois, c'est toujours la même problématique, là il y aura alors à ce moment-là des décisions à prendre, mais à l'heure actuelle, c'est plutôt cet épuisement qui nous fait dire des choses ou qui nous donne des comportements qui sont incohérents. Et ce qui permet justement de grandir ensemble. Je lisais justement cette semaine une citation qui disait que l'amour, ce n'est pas ce qu'on vit dans les premières semaines ou les premières années d'un couple, c'est après, c'est lorsque au quotidien, il y a cette adversité, il y a cette challenge, il y a ces différences de point de vue sur l'éducation, sur plein de sujets qu'un couple peut rencontrer. Il faut être flexible, adaptable et grandir ensemble. Ça a toujours été une force dans notre couple, mon épouse et moi, c'est que sur les grandes questions de l'éducation, sur le fait d'avoir par exemple des accouchements à la maison et de faire des choix les plus optimum pour nos enfants, ça a toujours été un sujet sur lequel on était d'accord dès le départ. Et je comprends que dans les couples chez qui il y a des peurs liées à certains sujets, ça puisse créer une problématique importante. Maintenant, il y a du travail, effectivement. Cette adaptabilité, et je crois que je vais terminer ici, je pense que c'est une quarantaine de minutes, c'est très très bien pour un format solo, un format improvisé sur cette adaptabilité, eh bien, de terminer là-dessus. Dans un couple, c'est vraiment un exemple essentiel d'adaptabilité. Donc voilà. Faire et laisser faire, c'est ce que je pense être, voilà, c'est la petite sonnette d'alarme qui dit « David, tais-toi maintenant, tu as dit que tu t'arrêtais, tu t'arrêtes ». Adaptabilité, faire et laisser faire, la frontière entre avoir des objectifs, avoir des stratégies et un but, et sur le chemin en profiter. De pouvoir naviguer comme ça, par exemple, sur un projet professionnel, un projet de carrière, et pour finalement faire le lien avec la santé physique, qui est quand même ma spécialité, et bien c'est de se dire, ok, mon objectif, ça n'est pas un poids spécifique, ça n'est pas une performance, c'est de venir nourrir cette longévité, cette santé qu'on m'a offert à ma naissance, et de profiter du voyage. Se dire, ok, il y a des moments où j'ai plus difficile de me tenir à mon rééquilibrage alimentaire, à mes choix alimentaires parce que je suis fatigué, parce que il y a un moment de challenge, comme je le vis en ce moment, eh bien, c'est de se dire c'est ce que je travaille beaucoup avec mes clients, quel est le programme à minima que je peux suivre. Là, je suis fatigué, ok, je bois peut-être un peu plus de café, mais ok, je bois un peu plus de café, mais au moins, je dois garder au minimum mon hydratation, mon dernier café avant 3 heures de l'après-midi et une bonne hygiène de sommeil. Une routine du soir, ça ne prend que 5 minutes. Quand on me dit, oui, j'ai pas le temps de faire ma routine, non, 5 minutes. Le matin, routine du matin. 5 minutes le soir. À minima, boire de l'eau. Ok, à minima, café, ok. Je bois peut-être plus de café que d'habitude, mais ce sera avant 3 heures de l'après-midi. Avoir comme ça, dans cet équilibre entre la discipline et la souplesse, entre le faire et le laisser faire. Voilà, ça c'est trouver cette frontière, c'est le symbole de la courbe sur le symbole yin-yang. C'est pas une ligne droite, c'est sinueux de trouver le juste équilibre au moment opportun. Voilà donc cet épisode sur l'adaptabilité. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode avec une invitée que j'ai hâte d'interviewer. J'ai
quelques personnes maintenant sur cette liste qui seront, comme tous les autres, vraiment intéressants à écouter pour décoder l'équation de la résilience. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à suggérer des sujets ou des invités. Je serai très heureux de vous écouter. Ce podcast reste très cher à mon cœur. Pas évident à tenir à la fois au niveau de la qualité, à la fois au niveau de la régularité. Mais j'espère qu'il vient nourrir votre capacité de résilience et que, quelque part, de près ou de loin, je fais partie de votre staff. Je fais partie de votre staff santé, longévité et bien-être. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.